Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Figurez-vous que la période veut que quelquefois on est pile dans l'actualité et là effectivement c'est le Tour de France. Qui dit Tour de France dit vélo et comme j'ai l'habitude de vous le dire, on tente de faire parler toutes les marques et de recevoir toutes les marques. Pour dévoiler la marque que je reçois aujourd'hui, vous avez bien entendu ce fameux gimmick sonore, mais je vous le remets. Caravane du Tour de France en définitive, ou presque, mais c'est surtout que cette marque, et en tous les cas ce groupe, fait partie des leaders absolus justement autour du vélo. Il s'agit d'un groupe néerlandais. Ce groupe, c'est Axel. Voilà. William Perrier, son directeur général Sud-Europe, nous rejoint au micro Tout est marque. Bonjour William. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Merci de venir au micro. Axel, c'est pas forcément la marque la plus connue, c'est plutôt une marque ombrelle. On va notamment citer la marque Lapierre, bien entendu, pour les amateurs de vélo. Ça va parler à tout le monde parce que Lapierre, c'est une des grandes marques de vélo de route. On peut parler aussi des marques comme Raleigh, Vinora, Babou par exemple. Aussi derrière d'une présence dans près de 80 pays dans le monde, excusez du peu, pour ce groupe qui justement tire son épingle du jeu. Mais entrons dans le vif du sujet avant d'aborder effectivement toutes ces marques. Quels sont, on va dire, les grands faits historiques peut-être de ce groupe Axel ? Alors effectivement, comme vous le mentionnez, le groupe Axel, c'est pas une marque, c'est le nom d'un groupe qui a été fondé en 1998. Et en fait, à l'origine, l'ambition du groupe, c'était de fédérer des marques fortes à l'échelle européenne. Et le groupe s'est développé au gré de différentes acquisitions. Donc vous avez mentionné la marque Lapierre, basée à Dijon, marque française depuis 1946. Donc on fête cette année nos 80 ans. Vous l'avez mentionné aussi en introduction, la marque Raleigh, qui est connue et reconnue aussi sur le segment sportif. On en parlait en off lors de sa victoire sur le Tour de France. Et ensuite des marques on va dire, qui sont un peu plus développées et connues sur d'autres marchés comme iBike et Ghost. Juste pour la petite référence, iBike, c'est une marque de VTT assistance électrique. Ouais. Et c'est la première marque européenne qui a mis un moteur sur un VTT. Donc iBike était, on va dire, un petit peu en avance. Et quand on voit le développement du marché du vélo assistance électrique, c'est ce qui fait la réputation de cette marque. Et ensuite, des marques comme Babou, Koga, Batavus, marques néerlandaises qui ont un fort ancrage aux Pays-Bas et qui fonctionnent plutôt bien. Un des pays leaders du vélo. Un des pays leaders du vélo. Alors, le plus gros marché en Europe, c'est l'Allemagne. La France arrive en 2e position et l'Espagne aussi. Je gère la zone Sud-Europe, donc je parle de mes marchés, arrive en 4e position. Les Pays-Bas sont gros, mais arrivent un petit peu plus bas dans le classement. Mais c'est vrai que les mœurs sont complètement différentes, même si on voit que nos villes françaises se sont transformées. Lors du Covid, on a encore un peu de chemin à faire quand on se compare effectivement à nos amis bataves. C'est vrai. Pour situer un petit peu aussi ce groupe et comprendre aussi son importance, tout à l'heure je le citais, vous êtes présente certes dans 80 pays. Quel chiffre d'affaires ? Alors sur l'exercice 2025, on est en train encore de reboucler les comptes, mais on devrait flirter avec le milliard d'euros. Donc on est sur un marché qui se restructure, on va dire, post-Covid, où on a connu... C'est quand même très gros. C'est quand même très gros. Ah oui. Et on s'adresse on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais à toutes les pratiques. Et c'est ce qui fait effectivement du groupe Axel un des principaux acteurs sur le marché européen. 3700 salariés dans le monde. On a effectivement un nombre de salariés qui est principalement basé sur le marché européen pour adresser... notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, etc. Et ensuite, on a des équipes en Asie qui nous aident et nous épaulent. Alors effectivement, elle arrive tôt, vous allez voir, elle arrive tôt. Et maintenant,
c'est la question qui fâche. Mais cette question qui fâche, c'est une habitude dans toutes les marques et normalement on la pose bien plus tard. Mais là je rebondis tout de suite, comme ça on va passer le sujet. Est-ce que Axel se porte bien? Parce que j'ai pu lire un article il y a peu, comme quoi ce groupe était au bord du gouffre. Alors fake ou pas fake, je n'en sais rien. En attendant, là, en entendant le chiffre de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, j'ai quand même l'impression que ça se porte plutôt bien. Je le mentionnais, merci d'ailleurs pour le privilège de répondre à cette question en avance par rapport aux autres podcasts. Je le disais en introduction, le marché post-Covid traverse, on va dire, une période difficile. Pour une raison qui est simple, on a énormément vendu de vélos pendant la période Covid. Oui. Et il y a eu, pendant cette période-là, aussi un décalage entre notre capacité, nous, en tant qu'industriels, et pas que le groupe Axel, mais l'intégralité du groupe, l'intégralité des acteurs, à produire au moment où la demande était là. Et à partir du moment où les différents outils industriels se sont remis en ordre de marche, la demande commençait à se stabiliser pour... entrer dans une phase qui a duré longtemps. Ça a commencé en fin 2022 et là, on sort un petit peu de cette situation où effectivement, il y avait énormément de stocks. Vous sortez de la bordure. Alors, je l'ai déjà dit. En termes cyclistes. Pour utiliser des termes cyclistes, on avait le vent de face, on a le vent de côté. Alors, la bordure, elle se crée avec le vent de côté. Donc, c'est la course. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. D'accord. Mais en tout cas, on a énormément travaillé sur redescendre notre niveau de stock parce que c'est ce qui pèse énormément dans les organisations. C'est structurel, c'est le marché qui veut ça. C'est structurel. La plupart des acteurs du marché aujourd'hui sont à peu près au même niveau, à ce niveau-là. Oui, alors il y a un décalage. Tout le monde n'a pas réagi à la même vitesse en fonction de la taille de leurs problèmes. Nous, c'est vrai que dès 2024, on s'est attaqué à notre stock et dès 2024, on s'est attaqué aussi à faire en sorte que l'entreprise qui était faite pour répondre à un certain chiffre d'affaires, 1,6 milliard, on est monté jusqu'à 1,6 milliard en 2022, se redimensionne juste pour répondre au chiffre d'affaires que je mentionnais précédemment. Donc ça a été une période plutôt longue, période qu'on est en train de clôturer. Donc ça a bien évidemment un impact sur les organisations, tant sur notre capacité à développer ou notre capacité à investir. Oui. Je le disais, le vent tourne. Le vent tourne. Positionnement qui se concentre au niveau international, donc sur, d'après ce que j'ai compris en tous les cas, des segments moyens et haut de gamme. Est-ce que c'est uniquement cela ou vous êtes sur d'autres segments ? Sur le marché français, on s'adresse à tous les portefeuilles et toutes les pratiques, avec notre portefeuille de marques. Donc bien évidemment, vous l'avez mentionné tout à l'heure, marque Lapierre, emblématique, connue et reconnue. Si vous allez dans la rue et vous demandez à un consommateur citez-moi des marques, on arrive dans le top 3. Donc ça, c'est notre héritage. Notre ADN, c'est le sport, le développement, la compétition. Ça fait partie de notre ADN et du coup, ça a un impact sur le développement de nos plateformes. On est présent depuis quelques jours au départ du Tour de France et Lapierre joue un rôle prépondérant dans notre portefeuille de marque sur la partie compétition. Route, gravel, qui est une nouvelle pratique dans laquelle la marque s'est inscrite dès le début. Alors on va faire une traduction pour ceux qui nous écoutent. Oui. Gravel. Pour le gravel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vélo de route avec des pneus un peu plus larges et crantés qui permettent... tout simplement au gré des sorties de switcher entre la route et des chemins blancs. C'est pas en VTT, il n'y a pas de fourche, c'est pas pour faire de la descente, mais ça permet de rajouter un peu de piquant aux entraînements. Une pratique un peu plus mixte. Une pratique complètement mixte. Et puis, en préparant l'émission, j'ai découvert des choses, comme à son habitude, lorsque je prépare les émissions, et en l'occurrence pour Axel, j'ai reconnu quelque chose d'assez étonnant, et je me suis dit, tiens, sur le monde du voyage, autant en parler dans toutes tes marques, parce que je ne l'avais pas vu jusqu'alors avec d'autres marques reçues. J'ai vu que vous étiez aussi sur le vélo de voyage haut de gamme, avec le Koga notamment, réputé pour... des vélos de randonnée et vélos premium, hyper niche. Mais en fait, vous êtes parmi les principaux acteurs sur le sujet. Effectivement, c'est une marque qui est très spécialisée, qui est très premium et qui est reconnue mondialement pour ses vélos de voyage, de randonnée et de cyclosport. Et donc ça fait partie du portefeuille d'Axel, c'est une marque hollandaise.
et qui du coup met en évidence tout le savoir-faire. On peut être spécialisé sur la compétition, on peut s'adresser à monsieur et madame tout le monde avec des vélos assistance électrique entrée de gamme, entre 2500 et 3000 euros. Oui, quand même. Et on peut... 2500 quand même. Oui. Et ensuite, on peut également s'adresser à un public de niche sur le voyage, sur l'enduro, la descente, qui sont, pareil, des petits marchés, mais qui nécessitent une expertise. Et Axel a la chance, au final, d'avoir ce portefeuille de marque, parce qu'aujourd'hui, on a clairement restructuré et retravaillé notre portefeuille de marque pour, établir le terrain de jeu des unes et des autres, éviter qu'elles se marchent sur les pieds. Oui, justement. C'est comment on segmente les différentes marques. Vous en avez quand même 10 aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est une dizaine de marques dans le portefeuille. Comment on segmente chaque marque a son ADN, chaque marque a sa spécialité. Et bon, on cartographie ces éléments-là. Ça ne veut pas dire qu'on se désengage des segments qui ne sont pas prioritaires chez chacune des marques. Mais en tout cas, on essaye de renforcer l'ADN. Pour la pierre, c'est la compétition. Pour Koga, c'est le voyage. Et ensuite, on essaye de faire vivre cet écosystème ensemble. Sans cannibaliser. Sans se cannibaliser. C'était un de nos défauts dans le passé. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi industriel et c'est un vrai défi de marque. C'est de longues années de travail. Et là, on arrive au bout, au final, de ce travail, de cette approche portfolio. Et aujourd'hui, j'ai passé 3 jours dans un salon B2B avec l'intégralité de nos revendeurs à Paris. Et l'un des retours au-delà du marché, du trafic en magasin, de la météo, c'est qu'aujourd'hui, les clients, nos clients et les consommateurs connaissent et ont intégré le terrain de jeu de nos marques. Et vous mutualisez quelque part, justement, un petit peu sur le même principe que des constructeurs automobiles. Vous savez, les constructeurs automobiles, quelquefois, mutualisent des plateformes. Est-ce que vous mutualisez des accessoires entre les marques, les savoirs entre les marques? Alors, on a mutualisé des plateformes, un peu comme ce qui se fait dans l'automobile, mais on était arrivé à un point où effectivement la différenciation ne se faisait plus forcément dans les surfaces de vente et pour les consommateurs, ils voyaient un vélo qui était similaire entre les différentes marques. Donc c'est à partir de là où on a amorcé ce travail-là de transformation de nos marques pour permettre aux marques juste de s'émanciper. Même sur les technologies ? Sur les technologies, grosso modo... Je pense notamment à l'assistance électrique. Oui, les motorisations, il y a des acteurs qui sont installés et bien installés. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui sont un peu en train de rafraîchir cet écosystème-là du vélo assistance électrique. Chahuter le marché. De chahuter le marché, c'est le bon terme. Et du coup, ces nouveaux arrivants, effectivement, nous forcent en tant que marque à prendre des décisions. Et là, quand on voit différentes marques arriver, certains motoristes vont se spécialiser uniquement sur la marque Lapierre et puis les autres sur iBike ou sur Vinora en fonction des pratiques et des usages. Alors bien sûr, là, je m'adresse au directeur Sud-Europe. Vous n'êtes pas le président, alors bon. Non. Mais je vais quand même poser une question. C'est dans ces cas-là, pourquoi Axel conserve-t-elle autant de marques? Est-ce que la valeur de chaque marque vaut le coup? Et finalement, est-ce que ça vaut pas quelquefois est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt peut-être à réduire le nombre de marques pour être encore plus fort sur certains marchés? Alors on a des marques qui sont... on a un portefeuille de marques qui est pour le coup composé de plusieurs marques, mais dans ces marques-là, chaque marque sont localement fortes, ou en tout cas certaines marques sont localement fortes. Ça veut dire que... Je pense à Lapierre en France, voilà. Je pense à iBike et Ghost en Allemagne, et Batavus, Raleigh au UK. Raleigh en UK, Batavus aux Pays-Bas. Et en fait, ces marques-là sont entre guillemets nos vaches à lait, mais elles nous aident aussi à développer le réseau de distribution des autres marques. Bien sûr. Sur la zone Sud-Europe, on a mentionné une dizaine de marques. Sur la zone Sud-Europe, nous distribuons uniquement 4 marques. On a pris le parti, pour éviter de partir dans tous les sens, on a pris le parti de sélectionner des marques qui correspondaient aux usages et à la pratique de notre marché. Vinora, marque 100% électrique, 95% électrique, urbaine. Quand on voit, je le mentionnais en introduction, quand on voit la transformation de nos villes, même si on pourrait espérer plus de courage politique pour faire en sorte que la mobilité douce active continue de se développer, malgré tout, les villes se sont transformées. Sans être contre la voiture.
sans être contre la voiture. Mais ça, c'est que mon avis. Je pense que les deux peuvent cohabiter avec encore plus d'intelligence. Bon, c'est juste ma parenthèse. On est 200% en phase. Bien entendu. La mobilité douce active, ça ne veut pas dire fermer l'accès aux villes aux voitures, mais c'est permettre aux pratiquants de pratiquer en sécurité. Parce que même si on peut cohabiter ensemble, malheureusement, on a des cas bien spécifiques qui nous permettent de le voir. Donc bref, donc on a sélectionné des marques, Vinora pour mettre la solution au cœur des villes dans la mobilité. iBike, on a quand même la chance en France d'avoir des massifs comme les Pyrénées ou les Alpes où les terrains de jeu sont juste exceptionnels. Et iBike, marque pionnière de l'électrique, a complètement sa place. Dans l'écosystème de la marque Lapierre, qui est la marque du groupe sur la zone Sud-Europe et notamment sur le marché français. Alors moi, j'ai pu voir dernièrement, parce qu'il m'arrive d'aller comme tout à chacun dans des magasins. Oui. J'ai vu que notamment on retrouvait Lapierre chez Decathlon, mais où retrouve-t-on en définitive toutes vos marques ? Alors chez Decathlon, ils ont lancé il y a quelques années maintenant le reconditionnement, qui est aussi un segment qui fonctionne. Nos marques ne sont pas distribuées directement chez Decathlon. S'il y a des vélos qui sont présents, c'est uniquement des vélos reconditionnés. Et il y en avait un paquet. Ok. Non, nous on travaille avec principalement à 95%. On travaille avec des réseaux de revendeurs spécialisés. Il y a des enseignes connues comme Culture Vélo, Mondo Vélo. Mondo Vélo qui appartient au groupe Séraclès Coopérative. Effectivement. Je salue Emmanuelle Bahuot, la présidente de Séraclès Coopérative, qui est venue notamment au micro de Toutes tes marques l'an dernier. Très bien. Et on travaille aussi avec des revendeurs indépendants. On a également la vente e-commerce. De la vente e-commerce avec des partenaires français qui ont dont c'est vraiment le métier. Nous en tant que marque, on travaille en e-commerce, mais en direct, mais on a pris le parti d'intégrer dans chaque vente notre réseau de distribution parce que pour la marque Lapierre notamment, parce qu'on travaille uniquement la marque Lapierre en ligne, on parle quand même de technologie, de vélos moyens haut de gamme, et il y a un aspect notamment par exemple sur la partie sport, positionnement sur le vélo, conseil, et puis quand un vélo passe entre les mains d'un magasin spécialisé et d'un atelier, on est sûr que niveau sécurité aussi, le contrat sera respecté. Oui, je voyais notamment que vous êtes dans des boutiques spécialisées, vous le citiez, Culture Vélo par exemple. Les magasins, pour comprendre, bien entendu, et par exemple, on dira toujours que Decathlon, c'est un des plus grands vendeurs de France au niveau des vélos. En ce qui concerne vos marques, ce sont bien les revendeurs spécialisés. Oui, à 100% avec quelques acteurs en ligne. Donc on travaille uniquement, majoritairement avec ces acteurs-là. Parce que on estime aujourd'hui et c'est surtout aussi un retour d'expérience, parce qu'en parallèle de ça, on est présent sur tout un tas d'événements internationaux, nationaux ou avec nos revendeurs. Bien sûr. Aujourd'hui, le panier moyen, il a évolué avec l'électrique. C'est quand même des budgets qui sont conséquents. Alors tout à l'heure, je parlais d'un vélo entrée de gamme à 2 500 €. Ça reste 2 500 €. Ouais. Et les consommateurs ont besoin aujourd'hui de sentir, de toucher le produit et de l'essayer. Et si on avait un business model 100% basé par exemple sur de la vente en direct, c'est une expérience qu'on aurait du mal à créer, et aujourd'hui on est persuadé que le réseau de distribution de détail fait partie de la distribution de demain. En moyenne, on change de vélo tous les 8-10 ans, non ? Alors il y a un chiffre autour de ça ? Il n'y a pas de chiffre officiel. Après, nous on le voit avec nos partenaires. Sur les vélos dits sportifs, le renouvellement se fait plus régulièrement parce qu'il y a toujours un lancement d'une nouveauté. Soit sur nos plateformes, on fait évoluer les cadres, ou alors des composants qui évoluent. Donc le taux de renouvellement, on s'adresse à des puristes, il est plus régulier. Par contre, ce qu'on constate, on espérait un taux de renouvellement plus rapide sur le vélo assistance électrique, mais on constate que tous les vélos qu'on a vendus, par exemple sur la période de la Covid, où on a fait rentrer du vélo dans les foyers français. Donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Un peu plus de 5 ans, le renouvellement commence à s'opérer, mais c'est pas encore flagrant. Donc on va aller, je pense, sur des durées qui seront beaucoup plus longues que celles qu'on a connues, qu'on connaissait par le passé. Parce qu'il faut aussi, si on regarde un peu en arrière, le marché du vélo en France a complètement muté. Avant le Covid, on était un marché très très sportif, et c'était VTT, route, etc. Et avec le Covid, les personnes se sont rendues compte que
utiliser le vélo, ça pouvait quand même faire gagner un peu de temps. Donc le marché s'est transformé vers la mobilité. On voit les long tail, les vélos cargo fleurir aux quatre coins des rues. Vous changez pas un vélo électrique à la même fréquence. Donc voilà, le taux de renouvellement va être plus long. Le niveau d'utilisation n'est pas le même. Le niveau d'utilisation n'est pas le même, pas avec les mêmes objectifs, pas avec la même intensité. Voilà. Par contre, on se rend compte que les vélos sont utilisés pas la même exigence aussi peut-être. Parce que sur un vélo cargo, on commence à mettre peut-être 4 ou 5 000 euros minimum. Oui. On a quand même une grosse exigence derrière. On a une exigence qui est surtout liée à la sécurité, parce que dans un vélo cargo, on met principalement nos enfants ou nos animaux, et on a envie que le parcours pour aller à l'école ou aller à la piscine ou faire les courses se passe bien. Donc effectivement, l'exigence sur la sécurité, elle est importante sur cette typologie-là. Ou un cajot de salade. Ou un cajot de salade. Pensons à la sécurité des salades. Il faut y faire attention. Là où par exemple, le focus sur des vélos sportifs, c'est sur la performance, sur la chaîne bien réglée, les pignons, etc. Donc voilà, le taux de renouvellement est beaucoup plus long. Je le mentionnais, je reviens dessus, mais même si on renouvelle pas les vélos, ou moins les vélos que ce qu'on pourrait espérer, l'utilisation, tous les baromètres sont en progression depuis 2024. Et un des baromètres qui pour nous aussi est visible, c'est le marché de la pièce et accessoires, parce que un des pendant du groupe Axel, c'est certes d'avoir des marques de vélo, d'avoir des marques de cargo, mais on est aussi l'un des distributeurs de pièces et accessoires. Donc on peut permettre aux ateliers de vélo de réparer les vélos, et on peut permettre aussi aux magasins d'équiper les consommateurs avec des casques, etc. Et en fait, on se rend compte que la partie pièces de notre activité continue de progresser. Ouais. Les ateliers sont pleins de vélos. Ouais. Donc au-delà de la vente et du business, là c'est le consommateur ou on va dire le spectateur de la transformation de notre marché. On se rend compte que les mœurs ont évolué, et c'est tant mieux pour voilà. On a reçu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est simplement en vous écoutant, le nouveau concept mobilité douce du groupe .S, Écomobilité, qui s'est lancé et qui vous allez sûrement être amené à travailler avec ces gens-là. Alors je les ai rencontrés lors du salon, donc je ne sais pas ce que sera fait demain, mais en tout cas toutes les alternatives et toutes les solutions qui pourront être développées pour continuer à développer la pratique du vélo seront les bienvenus. Moi, c'est ce que je dis souvent, j'amène mes enfants à l'école en vélo cargo tous les jours, en tout cas quand je suis sur Dijon. Et je pense que mes enfants plus tard n'auront qu'une idée en tête, c'est se déplacer à vélo, parce qu'ils auront vécu ça dès leur plus jeune âge. Donc on construit aussi la génération de demain. Axel, c'est effectivement un groupe néerlandais. On citait bien entendu Lapierre, donc basé à Dijon, avec un site logistique, mais aussi une fabrication en France, notamment pour Lapierre. Oui. Quelle est la part en fait de ce qui peut être fabriqué aussi en France, et en général dans le groupe Axel, où est-ce que vous fabriquez ? Alors, on a 2 sites de production. On a un site spécialisé dans tout ce qui est vélo assistance électrique, et c'est un site qui est basé en Hongrie, donc on est toujours sur le territoire européen. Ouais. Et ensuite, vous l'avez mentionné, on a une unité d'assemblage à Dijon. C'est la même unité d'assemblage que dans les années 1950-60. Bien évidemment, on l'a modernisé, mais on est sur l'un des sites historiques de la marque Lapierre. Et dans cette usine-là, on assemble tous les vélos haut de gamme de la marque non électriques. Donc certains vélos aluminium, tous les vélos carbone sont assemblés ici, et on parle de 20-25 000 vélos à l'année qui sont assemblés à Dijon. Alors quand j'en parle, souvent on me dit « Ah mais William, c'est une histoire marketing parce que ça peut permettre de lisser l'image de la marque, d'assembler des vélos en France. » On assemble toujours des vélos en France. Je ne me lasse pas de ce coup de klaxon façon caravane du Tour de France, parce que bien entendu on parlait de Lapierre, et je vais continuer à parler de Lapierre, parce que c'est une marque qui aujourd'hui accompagne une équipe professionnelle, le team Picnic PostNL, donc la poste néerlandaise. Quels sont les bénéfices d'avoir ces vélos Lapierre, je vais dire, au-delà de la notoriété ?
On est effectivement présent avec la team Picnic Postenel depuis maintenant 2-3 jours sur le Tour de France, et on sera présent aussi avec l'équipe féminine parce qu'il y a un pendant féminin lors de la prochaine édition du Tour de France Femmes. Et d'ailleurs, je le mentionne, il y aura une étape qui sera à Dijon, un contre-la-montre, et du coup, on aura un plaisir immense à... Il y aura un Barnum-Lapierre. il y aura en tout cas tous les salariés au bord de la route pour encourager les filles qui rouleront sur nos merveilleux vélos. Au-delà de la team Picnic Postenel, parce qu'on a commencé avec eux en 2025, ça fait des années qu'on investit sur le sport de haut niveau avec... différentes équipes sur différentes pratiques. Parce que vous avez été pendant très longtemps, je vais le rappeler pour celles et ceux qui ne suivent pas forcément le vélo, mais ça va parler à tout le monde. Vous étiez avec le team française Groupama FDJ pendant très longtemps. Pendant plus de 20 ans. Eh oui. Et en fait, le bénéfice, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, ok, on voit les vélos à la télé pendant tant d'heures d'antenne. Quels sont les retours sur investissement ? On a été absent 1 an, c'est-à-dire qu'on a arrêté le partenariat avec la Groupama FDJ et il nous a fallu 1 an pour travailler et retrouver le bon partenaire. Pendant 1 an, chaque question commerciale ou chaque échange commercial avec nos revendeurs, quand est-ce que vous revenez au plus haut niveau ? Donc il y a une nécessité d'être au plus haut niveau pour légitimiser tout le développment et l'ADN innovation de la marque. Là, d'ailleurs, l'équipe, je précise, mais l'équipe utilise le Xelius DRS. Le Xelius DRS, effectivement. Pour être précis, vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Non, c'est très bien, Xelius DRS. Et en gros, l'apport de ce type de partenariat, c'est de nous permettre de faire évoluer nos produits. Et je vais prendre l'exemple du Xelius DRS, qui est un nouveau vélo qu'on a lancé en 2025. Ouais. Dès les débuts du partenariat, l'équipe nous a remonté un petit peu. Ils utilisent les vélos entre 18 et 20 heures par semaine dans toutes les conditions. Ils recherchent une seule chose, c'est la performance. Ouais. Et donc, nous, ça nous permet d'avoir des retours de pratiquants vraiment poussés et pointus pour nous permettre, pour au final permettre à nos vélos d'être performants et pour aussi permettre à monsieur et madame tout le monde d'avoir accès aux technologies. Vous êtes dans la logique de la Formule 1. Quelque part, vous êtes sur de la haute technologie, mais derrière une haute technologie et qui s'adressera demain à tout le monde. Effectivement, et on parle parfois de gains qui sont minimes ou de gains marginaux, mais c'est l'essence même du sport de haut niveau, c'est les gains marginaux qui font la différence. Et ce genre de partenariat, au-delà de l'investissement, au-delà du retour, ça nous permet d'avoir des produits qui sont innovants et qui s'adressent à tout le monde. Le temps file très vite, donc on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Malgré tout, j'avais quand même à minima 2 thèmes que je voulais absolument aborder avant qu'on se quitte. C'est un thème qui va toucher la communication. Je ne vais pas vraiment vous demander comment vous communiquez. Globalement, on peut se dire que vous communiquez avec un certain nombre d'insights, forcément, comme chez tout le monde. Par contre, moi, j'avais une question beaucoup plus décalée. À quand le co-branding avec une marque de voiture ? Je m'explique. Quand je regarde certains, je m'aperçois que, par exemple, il y a Porsche avec Rockwild. On a eu Aston Martin avec Factor Bike ou Mercedes avec des vélos ultra techno. Moi, je m'aperçois qu'il y a effectivement derrière une logique de recherche et développement qui est très très poussée au sein du groupe Axel. À quand le co-branding avec une belle marque automobile ? Eh bien, il y a eu. On a travaillé Lapierre avec Alpine, marque française. Ouais. Sur les 3 dernières années. Et en fait, l'idée de ce partenariat, au-delà de la partie développement et produits, c'était aussi de permettre à la marque de toucher un public que la marque avait du mal à adresser. Et Alpine a été très actif sur les 3 dernières années avec des modèles bien spécifiques. Et du coup, on a lancé des modèles qui se lançaient au même moment que les voitures pour permettre à la marque d'avoir... Ça s'est bien vendu ? Ça s'est bien vendu. J'ai toujours cet exemple en tête de l'Aircode DRS qui était notre vélo aéro il y a de ça 3 ans, qui avait été lancé au même moment que l'A110R. Et on avait 110 exemplaires du Aircode DRS. En 48 heures, les 110 vélos étaient vendus et dans 90% des cas, c'était parce que la personne avait acheté une voiture et il souhaitait avoir le vélo qui correspondait à la voiture parce que les coloris étaient similaires, etc. Et mine de rien, parce qu'on en parle depuis 3 jours avec nos revendeurs, ça nous a permis de vendre
et d'adresser un niveau de gamme que la marque avait du mal à aller tutoyer par le passé. Donc aujourd'hui, on vend des vélos à des niveaux de prix sur lesquels on n'était pas il y a 3-4 ans. Donc ce genre de partenariat, au-delà de l'aspect technique développement, peuvent vraiment permettre de positionner une marque. Et en l'occurrence, avec Alpine, ça a fonctionné pour nous. Comment s'annoncent les perspectives marché entre, on va dire, fin 2026, parce qu'on y est bientôt, et jusqu'à globalement 2028 ? On peut penser que les volumes vont être à la hausse, on peut penser que le développement des marques du groupe Axel seront aussi au rendez-vous ? Alors quand on regarde le marché, ça va faire maintenant plus de 2 ans que le marché se stabilise. Ouais. Alors on en parlait tout à l'heure, mais on avait atteint un pic et là on se normalise. Mais quand on regarde avec une échelle un peu plus grande, depuis 2019, c'est plus de 30% de progression. Donc le vélo continue de s'installer au quotidien dans les foyers français. D'accord. Malgré tout, on ne doit pas attendre plus de volume sur le marché. Le mix produit est en train d'évoluer. Ça veut dire qu'il y a une saturation ? C'est pas une saturation, mais on parlait de la transformation du marché sportif à mobilité, on parlait du taux de renouvellement, on parlait aussi du développement de la seconde vie qui prend de plus en plus de place. C'est vrai. Mécaniquement, ça a un impact sur les ventes de vélos neufs. Donc l'écosystème vélo est en train de se normaliser. Il y a un phénomène qui aujourd'hui est en train de déstabiliser nos organisations et je m'en suis fait un peu le porte-parole au-delà de l'aspect business, mais plus sur l'aspect sécuritaire, c'est l'arrivée de manière massive des faux vélos. Vous êtes sur Paris, mais dans toutes les villes françaises, on les voit, ces fameux vélos avec des pédaliers, mais il suffit d'appuyer sur une gâchette et le vélo va à plus de 25 ou 30 km/h. Ça, c'est un vrai enjeu sécuritaire. Parce que c'est des vélos qui déjà dépassent les réglementations et qui ne sont pas forcément conformes. On estime qu'il y a plus de 90% des vélos qu'on appelle fat bike mis sur le marché qui ne sont pas conformes. Donc d'un point de vue sécuritaire, il y a un danger. Et c'est un peu aussi une concurrence déloyale dans le sens où nous, en tant qu'industriels, et ça dépasse Axel, c'est tous les industriels, on a des normes à respecter, on les respecte, on est contrôlé et on s'y plie volontiers, mais ça représente des coûts. Et il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde. Donc tous ces éléments-là, au final, font que le marché du vélo est dans une pleine mutation. Mais c'est ce que je répète maintenant depuis plusieurs mois, c'est qu'il faut arrêter de se dire que demain, la dynamique sera différente. Aujourd'hui, on est dans une situation marché qui est celle dans laquelle on doit évoluer. On ne reviendra pas dans le passé avec les pics de vélos vendus. Il faut juste que nous, industriels, on s'adapte, que les consommateurs aussi, on arrive à mieux les cerner. Il y a une pression sur le prix d'entrée. Enfin, ça échappera à personne, le contexte économico-politique. Et en plus, on va rentrer dans la période présidentielle. Enfin, tous ces éléments-là vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Donc, c'est un des engagements, en tout cas, sur lesquels nous, on travaille. C'est de s'assurer d'adresser, les pratiques et les prix que nos consommateurs attendent. Mon cher William, on arrive à la fin de l'émission, mais moi je vous propose une note de légèreté, parce qu'on parle de choses sérieuses dans toutes les marques, mais j'aime bien aussi, je dirais, personnaliser, et je voulais vous proposer un quiz vélo, parce que j'ai quand même le patron d'une marque de vélo, en tous les cas dans un groupe de vélo, et je me suis dit, en plus, il fait forcément du vélo et derrière, il a forcément une culture vélo. Donc moi, je voulais le vérifier. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Quel coureur détient le record de victoire du Tour de France avec 5 succès ? Alors, j'ai trois propositions. Hinault, Anquetil, Indurain. Hinault. Les trois ont gagné 5 fois. C'était une question piège, c'est pas sympa. C'était une question piège. C'est la preuve que c'était pas préparé. Comment appelle-t-on une course cycliste d'un jour ? Une classique ou un critérium ? Une classique. Bravo. Que fait un grimpeur quand la route affiche 18% ? 1. Il change de vélo. 2. Il regarde son capteur de puissance en pleurant. 3. Il demande où est le téléphérique. Il peut y avoir plusieurs réponses aussi, mais il regarde son capteur de puissance. Ouais, c'est ça. Et combien de familles de vélos sont commercialisées en 2026 par la marque Lapierre ? 12, 19 ou 27 ? Oh, ça c'est une... Ça c'est méchant, hein. Je dirais 19. Exactement. Et là, c'est la dernière question. Attention, plus difficile parce qu'elle concerne justement le Tour de France 2026. Quelle est la plus longue étape du Tour de France 2026 ? Et l'étape 6, Pau-Gavarnie.
l'étape 13 Dole-Belfort, l'étape 20 Bourdoisan-Alpes d'Huez. Bourdoisan-Alpes d'Huez, ça sera l'étape à Rennes. Parce que je pense qu'il y aura plus de 5500 mètres de dénivelé ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas dit, mais je suis corrézien, donc je vais quand même faire la promotion d'une étape entre Malmort et Ussel, parce que la Corrèze est belle, mais elle n'est pas dans cette proposition-là. Je dirais la réponse numéro 2. Exactement, c'est Dole-Belfort, 205 km. Et 205 km, il faut quand même les avaler quand on a fait un peu de vélo dans sa vie. Et la Pierre sera au départ, parce que Dole, c'est à une trentaine de minutes de Dijon, donc les équipes de la Pierre seront présentes au départ de cette longue étape. Eh bien, allez les équipes, et puis bien entendu, on espère que la Pierre se distinguera sur les routes. Merci William Perrier. Merci à vous. Merci, c'était très agréable. Avant de se quitter, je vais quand même aussi rappeler le site internet, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a axel-groupe.com, ça c'est le site global. Il y a aussi la Pierre Bike, tout attaché avec un S.com ou encore vinora.com. C'est important. Et je vous dis aussi à très vite sur www.toutetmarques.fr. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.